Oh, excusez-moi, pardon. Du tour en étage. Ah oui, c'est vrai que je devais expliquer le schéma électrique du palétique. Ah, excusez-moi, mais enfin bon, les schémas électriques, c'est quand même pas extrêmement passionnant, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai quand même une vague idée de la réponse. Alors, on va commencer, on va continuer plutôt l'explication par la page 3. Alors la page 3, c'est très copieux, ils ont mis plein de choses sur cette page. Alors on va essayer de détailler tout ça sans sans trop rentrer quand même dans le détail, parce qu'il y a plein de choses. Alors d'abord, pour commencer, quel type de courant arrive? Donc le courant qui arrive, c'est du 24 volts alternatif, comme vous l'avez vu dans le film précédent. Ce 24 volts alternatif alimente certainement pas mal de choses. En tout cas, la vocation de cette page, c'est certainement d'alimenter les bobines qui sont ici, les bobines de contacteurs. Alors, on voit par exemple cette bobine de contacteur KM5 qui est alimentée par l'interrupteur qui est ici, qui est commandé par l'automate. Tout ça, c'est un automate. Qu'est-ce que c'est qu'un automate? C'est jamais qu'un robot qui est juste capable de commander des interrupteurs par programmation. En l'occurrence, si on programme de fermer cet interrupteur-là, qu'est-ce qui va se passer? Si on ferme l'interrupteur Q37, eh bien, le courant va passer dans le KM5 et l'élévateur va monter en grande vitesse. Enfin, elle va monter, on ne sait pas. Il faudrait aussi faire passer du courant dans ce contacteur qui est ici. Et là, ici, nous avons KM6, c'est le contacteur du convoyeur. Donc ça va faire tourner le convoyeur. Si on revient sur la page 1, pour rafraîchir un peu la mémoire, on constate d'abord que KM2, effectivement, si le courant passe dans la bobine KM2, ce contact se ferme, la puissance arrive ici. Si on ferme KM5, eh bien la puissance arrive par ici, de ce côté-là du moteur, et ça va faire monter le moteur en grande vitesse. KM6, le voici. Donc si le courant passe dans la bobine KM6 qui est sur la page 3, le moteur du convoyeur tourne. Ici on voit quand même qu'il y a un petit contact du relais thermique. C'est-à-dire que si on revient sur la page d'avant, si le moteur consomme plus de 1 ampère, on suppose que les enroulements qui sont à l'intérieur vont se dégrader. Et donc le relais thermique va chauffer pour le protéger. Et à bout d'un certain temps, on va ouvrir le contact RT1 ici. Du coup, le courant ne passera plus dans la bobine KM6. Du coup, le contacteur KM6 va s'ouvrir et le courant n'arrivera plus au moteur. Et il s'arrêtera de tourner. C'est bien ce qu'on cherche pour le protéger en fait. Quoi d'autre? Alors, on constate aussi que voilà, le courant n'arrivera pas ici sur KM2 si le contact KM3 est ouvert. KM3, c'est la bobine qui sert à le faire descendre. Évidemment, le moteur ne peut pas monter et descendre, hein, comme on l'a vu précédemment. En même temps, donc par sécurité, si le courant passe dans KM3, on est sûr qu'il ne passera jamais dans KM2, puisque ce contact-là va s'ouvrir. De même que ici, nous avons un contact, c'est le symbole d'un détecteur de fin de course mécanique, FC1, FC2, FC3. Eh bien, on va les retrouver sur la machine, ces contacts, et ils vont s'ouvrir dès que, par exemple, la machine sera arrivée en haut. Donc c'est le contact FC1 qui va empêcher le courant de circuler dans KM2, donc le moteur va s'arrêter de monter. Alors on regarde, est-ce que j'ai des photos? Voilà. Donc voici ces contacts mécaniques, hein, ils sont ici. Donc si le moteur arrive en haut, on voit que c'est ce contact-là, FC1, contact de fin de course, qui va donc s'activer, enfin du moins s'ouvrir, et empêcher le courant de passer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Donc on voit que ici, on a un contacteur de mise en service. Donc tous les contacts KM1 vont certainement être utilisés pour autoriser le courant à aller plus loin dans la machine. Alors on va voir que tous les contacts KM1, si vous vous souvenez, il y en avait un sur la page 2 ici. Donc effectivement, si le courant ne passe pas dans le KM1, bah, le moteur ne peut pas tourner, hein. On en trouve où ça aussi, des contacts KM1. Il y en a un ici. Donc le courant de 24 volts ne pourra pas aller où ça alimenter les bobines commandant les moteurs. On trouve encore KM1 ici, voilà. Donc ça, on verra un petit peu après à quoi ça sert. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. Non, il y avait aussi KM1 ici, regardez. Donc là aussi, si la machine n'est pas en service, le courant de 24 volts continu ne peut pas aller ni dans les sorties automates, ni faire tourner le moteur du convoyeur, ni
Alors là, ça va vers un capteur, enfin vers une entrée d'automate. Donc par programmation, on mettra certainement la machine n'est pas en service. On affichera ça sur le pupitre. Voilà, donc on va revenir au circuit qui est ici. Qu'est-ce qu'on voit d'autre comme objet? On voit l'objet KM7. Alors on en parlera un petit peu plus tard. On voit comme objet le module Préventa PRV2 et le module Préventa PRV1. Alors je vais vous les montrer en photo. On va voir, est-ce que j'ai des photos de ces modules? Poum. Les voici. Voilà. Donc on voit PRV1, PRV2. Donc on voit qu'il y a deux diodes qui sont ici. Une diode qui va s'allumer si les sécurités que le module surveille sont bonnes, et cette diode là va s'allumer si en plus on appuie sur le bouton réarmement. Même chose pour ça. Alors on va voir quelles sont les sécurités que surveillent PRV1 et PRV2. Alors c'est facile, c'est marqué sur le schéma électrique. Donc les sécurités qui surveillent en fait sont montées sur A1, A2, enfin sur les bornes A1, A2. En fait, c'est par les bornes A1, A2 qu'on alimente PRV1. Donc il va être alimenté si quoi? Si finalement les boutons d'arrêt d'urgence sont fermés. Alors on a l'impression qu'il y a 4 boutons d'arrêt d'urgence, mais il n'en est rien. Si vous regardez ici, vous apercevez que celui-là, le bouton S3, c'est le même. En fait, ça signifie simplement que derrière le bouton d'arrêt d'urgence, il y a deux contacts identiques. Alors, on en met deux. Chaque fois qu'on actionne l'arrêt d'urgence, en fait, ça va actionner ces deux contacts simultanément. On en met deux parce que c'est une redondance. S'il y en a un qui est endommagé, l'autre va remplir sa fonction quand même. Moi, c'est ce qu'on espère. Plus de chance, c'est plus fiable. Même chose pour S7, le deuxième bouton d'arrêt d'urgence. Donc, si l'un de ces contacts est ouvert, qu'est-ce qui se passe? Le module Préventa n'est pas allumé, n'est même pas alimenté. Du coup, tous les contacts qui ont le même nom que PRV1, c'est-à-dire celui-ci, celui-ci vont s'ouvrir. Le courant ne pourra plus passer. Après, on l'utilise pour la sécurité. On va voir où le courant va ensuite. Par contre, si les arrêts d'urgence sont fermés, bien, le courant va passer dans PRV1 et la lumière, la première petite diode ici, va s'allumer. Maintenant, alors ici, on aperçoit quand même quelque chose d'assez compliqué. C'est la boucle Y1, Y2. Alors si on part de Y1, on s'aperçoit que le circuit fait une boucle comme ça, et revient vers Y2. Si ce circuit est fermé, en fait, la deuxième diode de PRV1 va s'allumer, et alors à ce moment-là, PRV1 va remplir sa fonction, c'est-à-dire fermer tous les contacts qui ont le nom PRV1. Que faut-il pour fermer cette boucle? On s'aperçoit qu'il faut simplement appuyer sur le bouton poussoir S1, qui est le bouton de réarmement, et aussi que donc les contacts KM1, enfin qu'il n'y ait pas de courant qui circule dans les bobines KM1, KM2, KM3, KM4 et KM6 qui sont ici. C'est-à-dire la machine ne doit pas être en service, le moteur ne doit pas monter ni descendre et le moteur du convoyeur ne doit pas tourner, tout simplement. Voilà. Donc ça c'est un peu superfétatoire puisque de toute manière ils n'ont aucune chance de tourner si PRV1 n'est pas enclenché. Bon. Je ne sais pas qui a conçu le schéma électrique, mais c'est un peu trop compliqué, je pense. Alors PRV2, même principe. On s'aperçoit qu'il est alimenté entre A1 et A2 si le contact FC10 est fermé, c'est-à-dire que la porte est fermée. Donc ce module Préventa surveille la porte. Si je ferme la porte, eh bien, qu'est-ce que j'apercevrai? J'apercevrai cette diode qui s'allume sur le module PRV2. Ça met donc de l'électricité dans le module. Et ensuite, pour que la deuxième lampe s'allume, il faut que la boucle Y1, Y2 soit fermée. Donc, qu'est-ce qui fait qu'elle soit fermée? Bien que les moteurs ni ne montent ni ne descendent, KM4 ni en petite vitesse ni en grande vitesse, et appuyer aussi sur le bouton réarmement. Bon. Il y a quelques incohérences dans ce schéma électrique, c'est bizarre. Voilà. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, donc si la porte est fermée, qu'on appuie sur PRV2, donc ce contact va se fermer. Alors qu'est-ce que ça fait? Le courant va passer dans KM7 et fermer le petit contact de KM7 qui est ici. Et d'autre part, PRV2 va se fermer. Bon, PRV1, on a vu qu'il était fermé si les arrêts d'urgence n'étaient pas enclenchés.
Voilà un peu comment ça fonctionne. Et tout ça, donc finalement, ces deux modules ont pour seul objectif d'empêcher, si jamais une sécurité n'est pas, enfin toutes les sécurités ne sont pas à leur place, et bien d'empêcher le courant d'arriver aux bobines des moteurs. Voilà. C'est tout ce qu'on peut voir là-dessus. Ici, nous avons un automaintien. Tac. Si je ferme ici, je ferme le KM1. Donc le courant arrive ici. Voilà. On va étudier cette petite partie. Tiens. Voilà, donc le courant qui arrive ici. Si les sécurités sont bonnes, passe ici. IG1, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je crois que c'est sur la page 1. IG1, c'est tout simplement le sectionneur de la machine. Donc s'il est fermé, le courant arrive ici. Si personne n'appuie sur S2, ça doit être le bouton arrêt du pupitre. Si on appuie sur réarmement, le courant passe ici, passe ici. Si l'automate est en route, je suppose que la première ligne du programme de l'automate, c'est de fermer ça. Donc là, ça permet de voir que l'automate fonctionne en fait. Donc ce courant va passer ici. S'il y a de la pression pneumatique dans le circuit, si on a bien ouvert la vanne, à ce moment-là, on va certainement entendre un pshhh parce que KM1 va s'allumer. Donc l'automaintien va se faire, donc le courant va continuer à circuler dans KM1. Ça va fermer ce petit interrupteur qui est ici. Ensuite, le courant pourra désormais alimenter, puisque là c'est fermé, puisque alimenter toutes les bobines, puisque ça va alimenter celle-ci, ça va alimenter celle-ci, à condition que le disjoncteur du moteur, revenons sur la page 2, soit fermé. Voilà. Ça peut, donc on peut, ça autorise finalement l'élévateur à monter et descendre en petite et grande vitesse. Même. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Qu'est-ce qu'il reste à voir? Alors il reste à voir des petites choses intéressantes qu'on n'a pas vues avant. C'est ces petits tableaux qu'on voit ici. Voilà. Ah, en fait, ils sont liés à la bobine qui se trouve ici, KM7. On sait qu'on va retrouver des contacts qui sont liés à KM7 sur la page 3, colonne D, page 7, colonne G, page 5, colonne G. Voilà, on va retrouver des contacts normalement ouverts. Pour KM1, il y a beaucoup de contacts qui sont utilisés. On va la retrouver sur la page 2, colonne B, page 2, colonne F, page 3, colonne C, et un contact normalement fermé, page 3, colonne B. Vérifions. Nous sommes page 3. Page 3, colonne B, est-ce que j'ai... Ah, il a menti. C'est colonne C en fait. Donc, décidément, il y a quand même pas mal d'erreurs dans ce petit schéma là. Ici, page 3, colonne C. Ah si, d'accord. Normalement ouvert. Alors, normalement fermé, page 3, colonne B. Vérifions. Vérifions. Ah, exact. D'accord, d'accord. Effectivement. Voilà, donc ça, ce sont les références des croisées des bobines de contacteurs. Ça permet après de voir un peu ce qui se passe, de pouvoir s'y retrouver. Est-ce qu'on voit d'autres aussi? Les types de câbles qui sont utilisés, voici les références ISO des câbles. Voilà, bon, c'est à peu près tout. J'espère que vous allez vous y retrouver. Maintenant, on va passer au questionnaire. Et en ce qui me concerne, eh bien, je vais retourner à Pikepix. Yes!